J'étais en train de commencer un livre sur l'astrologie planétaire et pour vraiment, de façon décisive, montrer qu'il y avait une cyclicité. Et vraisemblablement une cyclicité historique, de manière à essayer de trouver le fil d'évolution de la France depuis qu'on connaît son histoire, pour essayer de voir qu'est-ce qu'elle porte en elle et qu'est-ce qu'elle pourrait, qu'est-ce qu'elle devrait révéler dans les temps qui viennent. Donc Michelet avait dit « La France est le pilote du vaisseau de l'humanité ». Alors vous voyez, quelle ambition, hein? Parce que, donc je suis partie de cette hypothèse. Est-ce que c'est vrai que... Alors, ça c'est que Michelet qui a dit ça. Mais est-ce que c'est vrai que la France serait le pilote du vaisseau de l'humanité? Alors vous voyez, pour le moment, vous pouvez comprendre que l'humanité attend beaucoup de nous, parce qu'on se demande où est le pilote. Mais, non, mais attendez, c'est la France, hein? C'est peut-être le vaisseau qu'il faut regarder. Non, le vaisseau, puis la France. La France, c'est qui la France? La France, c'est nous. La France, c'est nous. Et la France, on peut dire, si vous voulez, est advenue comme vraiment entité consciente d'une certaine manière par les Français eux-mêmes, lorsqu'on s'est mis à mettre en avant la République et l'idée du peuple souverain. C'est-à-dire qu'on peut dire que la France, avant, était représentée par des rois, ou par des dynasties, mais à partir du moment où le peuple est devenu souverain et qu'on l'a posé dans les fondements de la République, à ce moment-là, on peut dire que la France a commencé à exister, être reconnue comme une âme collective. Vous voyez l'idée d'âme collective? Donc Michelet était très sensible à ça. Et pour vous dire très rapidement, l'astrologie, en fait, je crois qu'on méconnaît énormément l'astrologie, qu'on ne comprend pas très bien de quoi il s'agit quand on fait ce qu'on fait quand on fait de l'astrologie. En fait, l'astrologie, elle est comme la réalité, elle a trois composantes. La réalité, elle est, et c'est bien ce que nous dit la physique quantique actuellement, la réalité, elle peut se définir par le sens ou la direction, l'énergie ou la forme. C'est les trois composantes de la réalité. Et l'astrologie a trois composantes également, comme la réalité, c'est-à-dire au niveau, en correspondance avec l'esprit et le sens, c'est la science des symboles et des archétypes. Ça, c'est extrêmement important. Et on le travaille à travers si je puis dire, la symbolique des planètes, et puis surtout les mythologies gréco-latines pour ce qui est de l'astrologie occidentale. Ensuite, c'est toujours la partie qu'on oublie, c'est une science de la conscience. C'est pour ça que je prétends que l'astrologie est une science de la conscience. Et en tant que niveau intermédiaire, elle est donc une psychologie. Psychologie, c'est la science de l'âme. Et donc, elle s'intéresse aux âmes, si vous voulez, aux êtres, aux consciences lumineuses qui ont éclairé l'histoire de France, par exemple. Et c'est ça, comment j'ai travaillé, c'est-à-dire j'ai essayé de voir, outre les rois ou les choses comme ça, mais quels étaient les êtres qui, par leur conscience lumineuse, avaient marqué de façon décisive l'histoire de France. Donc c'est la partie du milieu, l'âme ou l'énergie. Et alors là, ce qu'on retient d'habitude de l'astrologie et qu'on dénigre en même temps, c'est l'astrologie science des cycles ou science du temps, qui est au fond la partie astronomique, hein. Au fond, les astronomes, ils sont que dans cette partie-là. C'est la partie astronomique de l'astrologie quand elle n'était pas séparée de l'astrologie. Et donc là, elle s'occupe des cycles. Donc, il y a toute une partie dans mon ouvrage où j'explique ça, mais vous voyez, c'est vraiment les trois composantes de l'astrologie. Il ne faut pas oublier que c'est une science de la conscience. Jeanne d'Arc, c'est une image féminine. Donc, en France, quand même, on peut dire que nous avons une image féminine fondatrice à travers Jeanne d'Arc. Et j'aime beaucoup la citation de Michelet. « Souvenons-nous toujours, Français, que la patrie chez nous est née du cœur d'une femme, de sa tendresse et de ses larmes, du sang qu'elle a donné pour nous. » Oh, c'est très épique, mais c'est beau, n'est-ce pas? Alors, ça explique pourquoi, autour de Jeanne d'Arc, on a quand même, il y a un sentiment national. Vous savez que Jeanne d'Arc, elle est connue du monde entier. Hein. C'est pas que pour la France. Et il y a des œuvres artistiques en permanence à son sujet, musicales, théâtrales, cinématographiques, enfin tout ça. Donc voilà, et c'était une vraie jeune fille, quoi. Enfin, je veux dire, elle a vraiment entendu des voix et c'était absolument, comment dirais-je, elle s'est laissée guider par sa foi. Voilà. Donc peut-être qu'il y a une Jeanne d'Arc en ce moment qui entend des voix, hein, mais peut-être qu'elle ira sacrer notre président, je ne sais pas. On va voir.
En tout cas, elle nous parle peut-être à chacun de nous, ou plus sûrement, ça pourrait être quelque chose comme ça. Donc, la France, c'est aussi bien Nostradamus que Descartes. Seulement, évidemment, alors je travaille, j'ai un chapitre rien que sur Nostradamus et Descartes, parce que je trouve qu'on a là les deux opposés de la France, si vous voulez, qui sont quand même la France, parce que la France a une âme poisson, donc elle est très duelle. Et donc, avec Nostradamus et Descartes, nous avons la dualité maximale, c'est-à-dire le travailleur ésotérique que, surtout, on ne veut pas reconnaître actuellement avec notre esprit cartésien, et quand même le scientifique extraordinaire qui est Descartes, qui, grâce à ce qu'il a créé au niveau des calculs, a permis à Newton ensuite de continuer son travail. Donc, c'est vrai que Descartes était un grand personnage, mais vous voyez, nous sommes aussi bien Descartes, nous héritons autant de Descartes que de Nostradamus. Mais Nostradamus est connu dans le monde entier, mais en France, alors il ne faut surtout pas en parler. Et il est venu à l'université de Montpellier, donc faire de la médecine en même temps que Rabelais. Alors sur les murs de la ville, ici, Rabelais est venu étudier, etc. Mais jamais Nostradamus est venu étudier à Montpellier. Pourtant, il est venu étudier à Montpellier. Mais vous voyez, pour le moment, on a un rejet de notre histoire. Donc ça, c'est un rejet de la part, j'allais dire, peut-être sacrée, secrète, de notre histoire. Que ces vagues-là du cycle Uranus-Pluton sont comme à un moment donné des surgissements volcaniques au milieu de ce cycle beaucoup plus paisible qui est Pluton-Neptune. Et là, la première République française date de 1792, c'est l'opposition Pluton-Uranus. Donc la Révolution, elle est l'enfant, si vous voulez, là, ça repartait tranquillement vers le nouveau cycle, mais avec ce volcan qui a surgi en France, qui a été la Révolution française. Ce qui est très étonnant dans l'histoire, c'est que les avancées sont rapides, violentes, radicales, et se font en très peu de temps. C'est-à-dire que, alors les choses infusent lentement, mais ce qui va être retenu, à un moment donné, ça se met à vraiment sortir comme une explosion volcanique ou comme une coulée de lave, si on le voit dans l'autre sens. Bonsoir. Et la convocation des États généraux, c'était en mai 1789. Et nous avons l'abolition de la prise de la Bastille, vous connaissez la date et tout, mais l'abolition des privilèges de la nuit du 4 août, hein, ce sont les privilégiés eux-mêmes qui les ont abolis. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils ont décidé, le jour par exemple où nos députés diront on arrête le cumul, ça sera déjà, vous voyez, quelque chose un peu comme, ça pourrait être ça. Mais ils ont beaucoup plus lâché que ça, hein, à la Révolution, dans la nuit du 4 août. Ensuite, la Déclaration des droits de l'homme, ils l'ont travaillée depuis les convocations des États généraux. Le 26 août, elle était faite. Et ensuite, nous avons la victoire de Valmy qui date du 20 septembre 1792 et la Première République qui a été créée le lendemain. Alors, ça mérite, je ne peux pas rentrer dans les détails de la Révolution, vous imaginez, c'est énorme, mais j'ai travaillé avec 4 ou 5 auteurs différents, donc j'ai essayé vraiment de montrer cette dynamique qui était à l'œuvre, qui était une formidable dynamique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, 1200 personnes, alors c'était que des hommes, hein, ça c'est sûr, il n'y avait pas de femmes, puisque les représentants de la nation, c'était que des hommes. Mais 1200 personnes étaient réunies ensemble, et se sont mis à réfléchir et à se sentir, si vous voulez, poussés par les lettres de doléances et tout ce qui remontait des provinces de là où ils venaient pour le roi. Et ils se sont sentis portés par le pays, parce que vraiment, il y avait une dynamique dans la société française qui était très grande, et ils se sont mis à vouloir, mais ils le faisaient pour Louis XVI et pour rénover le royaume. Ils ne voulaient pas du tout, personne n'avait l'idée de renverser le roi. Mais finalement, ces 1200 personnes qui se sont mis ensemble à échanger, à créer, à faire une sorte de... Moi, je dis qu'ils étaient en méditation quelque part. Vous voyez un peu l'idée? C'est-à-dire, oui, ils canalisaient des énergies, forcément, si vous voulez. Ils étaient là en train de canaliser des énergies collectives et d'essayer, donc ce qui était très puissante, et d'essayer de les traduire et d'en faire quelque chose. Ils ont quand même fait un travail considérable. En 3 ans, ils ont créé une république, ils ont aboli l'esclavage, parce qu'il a été aboli 2 fois, parce qu'il est revenu sous Napoléon, et ils ont fait la déchristianisation qui a été une révolution culturelle énorme. Alors, on en pense ce qu'on veut, mais si vous voulez, la France a réussi
par la Révolution française à mettre dans les textes les valeurs du christianisme sans le christianisme. Vous voyez ça? C'est ça dont j'ai fini par me rendre compte, mais je ne suis pas la seule à le penser, mais je dirais que c'est assez clair, c'est qu'ils ont pris ce que le christianisme avait prôné de mieux, enfin, c'est-à-dire la fraternité, aimez-vous les uns les autres, tout ça, et ils l'ont ramené dans les textes civils et ils ont séparé, ils se sont séparés de l'Église et de ce qu'elle avait d'archaïque. Mais la France est un pays poisson. Et le pays poisson, c'est un pays dualiste. Il est où on tombe dans son ombre brutalement, où on revient vers la lumière. Mais vous voyez, c'est des choses messianiques, Jeanne d'Arc qui amènent de la lumière. Donc la période qu'on appelle la terreur. Alors de la Révolution, on retient que la terreur. C'est quand même pitoyable qu'on retienne que la terreur, parce que la terreur, ça n'a pas été si terrible que ça, hein, par rapport aux guerres de 30 ans. Mais bon, c'était quand même. Mais ce que je retiens, si vous voulez, au niveau symbolique de la Révolution, c'est que ces êtres-là qui ont invoqué des énergies collectives, ils n'ont pas su comment dirais-je, ils n'ont pas réussi par égoïsme, par mise en avant de leur ego, chacun prétendait avoir raison contre les autres, ils n'ont pas su les gérer collectivement. C'est-à-dire ils se sont, toujours par dualisme, ils se sont déchirés les uns les autres, voilà, et ils ont fini, voilà, Danton, Robespierre, et ils ont fini par, finalement, par se tuer les uns les autres, mais ça c'est une dynamique, c'est une énergétique collective, c'est-à-dire le fait qu'ils se soient tués les uns les autres, c'est parce qu'ils ont tellement brassé des énergies tellement puissantes qu'ils n'ont plus rien arrêté. Mais rien. Et ça, d'ailleurs, on a eu un phénomène un peu équivalent dans la Révolution russe. Mais ça ressemble à mythologie, pour ceux qui connaissent un petit peu Alice Bailey, ça ressemble tout à fait au passage du Scorpion. C'est-à-dire, c'est le combat d'Hercule avec l'hydre. Quand on veut combattre l'hydre tête par tête, on les coupe toutes. Et puis après, on est bien embêté parce que ça ne résout rien. Et c'est ce qui leur est arrivé. Ils ont coupé toutes les têtes et après, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Une fois que Robespierre a été parti, ben, ils ne savaient plus quoi faire. Ils n'avaient plus que Napoléon pour sauver la mise. Et Napoléon qui représentait la nation parce qu'il était le général le plus en vue de l'armée de conscription. C'était le seul pays, toute l'Europe était contre la France et la seule puissance donc, qui représentait l'âme de la France à ce moment-là était l'armée. Donc on est passé de 1200 hommes les meilleurs, les plus peut-être avancés au niveau intellect, au niveau de la conscience, qui se sont déchirés les uns les autres. Et après, l'âme de la France est allée se réfugier chez Napoléon en disant, bon, eh ben lui, il va, voilà, il y a l'armée, et l'armée est allée semer la révolution en Europe. Vous voyez un peu le schéma? Voilà un rôle messianique encore de la France. Aujourd'hui, ce que je veux vous montrer, quelle est la période que nous vivons et pourquoi on est en crise. Maintenant, nous sommes dans le cycle suivant. Il a commencé en 1892. Ces années-là, c'est la date de naissance de gens comme Lumière, Chaplin, De Gaulle. Enfin, vous voyez, c'est des grands... Voilà, il y a des géants qui sont nés à cette époque-là, à la fin du 19e. Et à ce moment-là, nous avons la phase, nous sommes de 39 à 2039 dans la phase de plateau. Donc on est dans la phase analogique à la Renaissance, sauf que à la Renaissance, on était dans le 3e cycle de l'ère des poissons, tandis que maintenant, nous sommes dans le 1er cycle de l'ère du Verseau. Donc, ce que nous vivons a une portée beaucoup plus considérable que la Renaissance, et devrait nous amener, voyez, à des apogées, voilà, et à des éruptions. Alors, je vais en parler. Voilà. Alors ensuite, je vais prendre un exemple. Qu'est-ce que la France, comment la France s'est exprimée dans cette période? En fait, nous avons eu 30 ans de guerre de 14 à 45. Parce qu'en fait, la guerre de 14... Et sachez que cette année, on vit une année beaucoup plus difficile que l'année de 1914. Donc, je me demande qu'est-ce qu'il va y avoir en bout, mais bon, on va voir. Donc, on était... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le rôle de la France dans ces 30 ans de guerre? Et je vous donne un exemple là qui est assez symbolique.
Voilà, la croix de Lorraine. C'est-à-dire que selon l'appel du 18 juin, on se demande pourquoi c'est tellement mythifié et pourquoi on dit toujours mais De Gaulle, et pourquoi on est vraiment tellement admiratif de cet homme. Comme on dit toujours, on aime bien le De Gaulle de la Libération ou du 18 juin, pas forcément le suivant, mais enfin bref. En tout cas, toujours est-il que, alors que tout le monde entier était mobilisé pour... Enfin, un peu plus tard en tout cas, tout le monde s'est mobilisé de façon matérielle en impliquant énormément d'armées dans cette guerre contre les nazis, en quelque sorte, je schématise, et contre toutes les puissances de l'Axe. La France, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle a l'armistice, donc elle a collaboré, donc elle a eu une relative paix, il y a eu très peu de morts pendant la guerre de 1939. Mais quel a été son rôle à la France? Le rôle de la France a été un rôle dans la conscience et dans la lumière, et pas du tout dans la matérialité, vous voyez. Alors que les Alliés ont débarqué le 6 juin, ben, la France a impliqué 200 000 personnes dans la résistance, pas plus. C'est pas beaucoup, hein? 200 000 personnes. Elle a eu un rôle pivot. Elle a eu un rôle de pivot au niveau de la lumière. Ouais. Grâce à De Gaulle, on n'a pas eu une Europe totalement américanisée. Ils ont trouvé d'autres moyens. Mais en tout cas, ils n'ont pas pu, ni par une monnaie, ni une monnaie, c'est un jeu de mots, tiens, et parce qu'ils voulaient administrer la France. Vous savez que les Américains voulaient administrer la France avec les anciens dirigeants de Vichy. Oui, mais oui, c'est ce qui se serait passé si De Gaulle n'avait pas tenu bon, et si surtout la résistance intérieure, d'où pourquoi Jean Moulin est le héros absolu de notre pays, parce que c'est Jean Moulin qui a réussi à unifier la résistance intérieure. En unifiant la résistance intérieure, il a donné à De Gaulle la caution de sa représentation au niveau des Alliés, et par conséquent donc du fait que la France devait garder sa souveraineté, parce que c'était la souveraineté économique et de l'âme de la France. Et la croix de Lorraine, je voudrais vous faire remarquer que elle représente, pour nous qui sommes astrologues et quand on travaille la symbolique, elle représente donc la première croix, celle-ci, qui est la croix de l'incarnation, analogique à la croix cardinale pour ceux qui connaissent l'astrologie, et le deuxième niveau représente le niveau de l'âme. C'est-à-dire, c'est la croix du Christ proprement dite, d'ailleurs, en quelque sorte. Donc, en fait, De Gaulle, en prenant la croix de Lorraine comme symbole, a reconnu, si vous voulez, l'existence de l'âme, non seulement, enfin, a marqué par cela la reconnaissance de l'âme de la France, si vous voulez, symboliquement. En plus, elle s'appelle la croix de Lorraine, bien qu'elle vienne d'Anjou, mais parce que le duc d'Anjou était duc de Lorraine, enfin bon, c'est un peu compliqué, mais elle s'appelle la croix de Lorraine, ça fait quand même un petit lien avec la bonne Lorraine. Mais la symbolique de Gaulle était très importante, parce qu'il a dit, face à la croix gammée nazie, il nous faut un symbole. Voyez? Alors pourquoi on est tellement attaché à ces choses-là? Ce n'est pas que de la symbolique genre des reliques religieuses, mais ça a une véritable réalité énergétique, parce que les symboles, c'est de l'énergie. Comme les nazis le savaient bien. Hein? Oui, parce qu'ils ont fait la croix gammée. Ils ont fait la croix gammée. Et alors, vous voyez la grandeur de De Gaulle quand même. Vous voyez l'être que... En plus, il s'appelait De Gaulle, ça ne s'invente pas. Mais, non, mais c'est... Voilà. Mais c'est intéressant, n'est-ce pas? Alors, ça ressemble à la croix huguenote, hein, parce que la croix huguenote aussi, elle a deux niveaux comme ça. Voilà. Et donc, ça expliquerait... Alors, je ne vais pas m'attarder sur le programme du Conseil national de la résistance, mais ça s'appelait les Jours heureux. Et le programme du CNR, c'est ce qui a donné le modèle social français. C'est-à-dire que c'est là qu'a été inventé, enfin, la sécurité sociale et toutes ces choses-là, et des acquis. Mais si vous regardez, il y a des très très belles choses qui sont dites, et la presse libre et indépendante des pouvoirs politiques et financiers. Vous voyez? Voilà, les pouvoirs financiers, c'est pas gagné, il y a énormément de... Et l'extension des droits politiques, socio-économiques des populations indigènes et coloniales. Et voilà, accès à tous les enfants à l'éducation et à la culture. Le programme du CNR était magnifique. Magnifique. Donc, pourquoi Stéphane Hessel a eu un tel succès avec un petit opuscule qui fait quelques pages, qui paraît simpliste? Parce que dedans, il a donné l'essentiel de ce que la France a peut-être donné de meilleur. Hein? Je ne dis pas donner de meilleur en idée, elle ne l'a pas encore vraiment pratiqué. Mais donner de meilleur en idée, c'est-à-dire de résister. Donc le fait de résister, c'est qu'on ne s'est ni vendu aux Allemands, ni vendu aux Américains. Enfin, je schématise, mais c'est un peu ça.
Et donc son opuscule, d'ailleurs, il plaît plus à l'étranger qu'en France. En France, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais pourquoi tu parles de Stéphane Hessel? Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais il symbolise vraiment, il est quelque part, si vous voulez, je dis que pour moi, Stéphane Hessel est le porte-parole de l'âme de la France. Voilà comment je le vois. Bon, peut-être que j'exagère un peu, mais en tout cas, pourquoi on en parle dans le monde entier? Voilà, et il a fait partie, comme par hasard, de ceux qui ont travaillé à la création de l'ONU et à l'adoption par l'ONU de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce qui est intéressant dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est qu'il est dit que ces droits-là sont un idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations. Quand on sait que les pensées et les paroles sont de l'énergie, quand on pose cela sur un papier, qu'on fait signer tous les pays qui sont, enfin, que les pays sont signataires, ben ça veut dire qu'on a posé une promesse et que cette promesse-là, tant qu'elle ne sera pas résolue, elle nous tourmentera. Vous voyez un peu cette idée? C'est maintenant vu de nos jours. Donc il faut savoir que tous ces pays signataires, ils se sont donné ça comme un idéal commun. Regardez la Tunisie, maintenant elle est en train d'adopter l'égalité homme-femme en constitution. Bon, ben, elle avait signé, elle était signataire de l'ONU, elle avait posé comme idéal commun. Elle y arrive. On y arrive peu à peu. Et donc il y a l'idée d'enseignement, d'éducation. Est-ce que vous avez vu cette jeune femme aussi, ou pakistanaise, ou bien cette jeune femme zaïroise qui était une enfant des rues, abandonnée, qui a tourné dans un film et qui maintenant veut travailler pour tous les enfants des rues dans le monde? Elle est passée chez Ruquier la semaine dernière. Mais bon, enfin, je dis ça parce que, eh ben, voilà, elle parle un français absolument admirable, quoi. Elle l'a appris dans les rues. Et elle veut travailler, elle dit, s'il n'y a que l'éducation qui peut permettre un peu partout dans le monde, au lieu pour se comprendre et pas se déchirer. Donc, l'ONU et la Déclaration universelle de l'ONU est un pas important pour le monde entier, et la France y a amené sa part. Donc, vous voyez, nous sommes dans cette période-là, et là, il y a 7 carrés Uranus-Pluton de 2012 à 2015. Donc nous sommes dans cette période qui, à mon avis, ça va être vraiment la période de tournant, qui est quasiment pré-révolutionnaire, vous voyez, on est dans, mais qui fait qu'on remonte quelque part. On n'a plus qu'un an. Non, il nous reste malheureusement qu'un an pour transformer. Il vaut mieux, parce qu'on ne doit pas tenir, on doit agir. À moins de tenir, c'est bien. Oui, mais tenir bon contre quoi? Il y aurait une volonté contre... La volonté, c'est la volonté de bien qui essaye de pousser. Donc poussons. Enfin, fois, si on ne pousse pas aussi, si personne pousse, non, il se passe bien quelque chose. Dans la période de crise, c'est les plus faibles qui souffrent. Oui, vous avez raison. Dans la période de crise, c'est les plus faibles qui souffrent. Et c'est ça qui est dramatique. Donc, si on avance, le cycle Pluton-Uranus, il a commencé et il a commencé en 65-66 et il a donné mai 68. Et donc nous sommes maintenant dans ce cycle-là, 65-66, premier carré 2012-2015, opposition 2046-48, dernier carré là. Donc l'opposition 46, vous voyez, sans doute qu'on arrivera à des choses un peu plus fortes vers 2046-2048. Mais nous sommes dans le premier carré qui est la période de crise. Donc là, on devrait vivre une sorte de flambée genre mai 68. Parce que nous avons 7 carrés, c'est-à-dire nous avons eu les premiers carrés en 2012. En 2013, nous en avons eu 2 également. Et à mon avis, le 4e était déterminant, c'est le creux. Et en 2014, nous en avons un le 21 avril et le 15 décembre. Oui, l'année est très marquée. Selon moi, au niveau ésotérique, si vous voulez, les 7 carrés, on peut les voir comme ça. Au niveau ésotérique, il y a 3 qui nous font descendre le plus bas possible dans la noirceur, dans l'ombre. Au 4e, c'est le retournement. Le 4e, c'était en novembre 2013. Et le 21 avril 2014, nous serons là. Décembre 2014, nous serons là. Et ensuite, voilà. Je trouve que c'est intéressant de le voir comme ça, oui.
Comme vous dites, on n'a plus qu'un an à tenir. Mais... Alors, attendez, sur les carrés, hein, ça ne se fait pas à la date près. 68 a explosé en mai 68, mais ça a commencé en 66, 67. Donc, c'est pas parce que c'est le 21 avril qu'il va se passer quelque chose. Mais quand même, à mon avis, si vous voulez, le printemps en France va être chaud, mais comme on a des élections, ça tempère. C'est pour ça... Vous comprenez, on bouillonne depuis pas mal de temps, mais on se dit, bon, on va voter. Mais à force d'être déçu, on risque d'exploser. Donc le 21 avril, ça sera juste après les municipales. Oui, c'est un moment de changement. Et c'est entre les européennes et c'est juste avant les européennes. Alors, ce que je voulais vous montrer, surtout parce que vous avez voulu voir, mais c'est qu'il y a un autre cycle en jeu qui a commencé Uranus-Neptune en 1993. À quelle période? 1993. Oui, mais Ben ça, pareil, ça a été toc, 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 voilà. Hein. Donc ça correspond à l'Union européenne. L'Union européenne a démarré en 93. Donc l'Europe est un projet Uranus-Neptune. Oui, le traité de Maastricht, c'est 92, mais l'Union européenne, voilà. Donc nous avons commencé un nouveau cycle Uranus-Pluton, qui est lui un cycle très français, très éruptif, et un cycle de civilisation en 1993, qui est conjonction Uranus-Neptune en Capricorne, sur lequel Pluton va passer dans les années à venir. Donc la crise est européenne à cause de ça. Si vous voulez, l'Europe cristallise toute la crise du monde occidental, parce qu'elle s'est créée en 93 à la conjonction Uranus-Neptune en Capricorne et que Pluton est en train de transiter et arrive au transit de cette conjonction. Alors, l'année 2014 est une année absolument, de toutes ces années-là de crise, c'est l'année la plus forte. Pour la raison suivante, c'est que je fais le thème de 0 heure du temps universel, c'est-à-dire c'est le monde de l'Occident et particulièrement l'Angleterre qui, elle, est restée au temps universel. Nous, en France, on vit à l'heure de Berlin. Mais ça fait longtemps. Hein. Et à l'heure de Berlin, au niveau GMT, mais ce n'est pas par hasard. Hein. On ne vit pas à l'heure solaire. Les Anglais, eux, ils sont à l'heure. Mais parce qu'on préfère rester... Et les Anglais, bon, ils ont ce côté. Ce qui fait que les Anglais, si vous voulez, là, ce thème-là concerne particulièrement le monde anglo-saxon et Londres, puisque j'ai monté pour Greenwich. C'est là où c'est le lieu d'où part le temps universel. Et là, c'est le thème de la France. Il y a un décalage d'1 heure. Mais l'ascendant est différent. Mais ce qui est fort, c'est que le thème... C'est pour ça que moi, je pense qu'il pourrait y avoir un effondrement économique de la City cette année. Mais bon, je ne sais pas, hein. Mais parce que c'est peut-être autrement que ça va passer. Mais regardez, on a une grande croix, Mars à l'ascendant, carré, la nouvelle lune conjointe Pluton. Au fond du ciel, c'est l'effondrement des valeurs anciennes. Hein. Et violemment avec Mars. Et la France, la 5e République, a un carré Mars-Pluton. Moi, je pense que la 5e République est en danger. D'ailleurs, on le voit. Et puis là, vous avez Uranus en 7. Alors là, ça me paraît très positif, c'est-à-dire des nouvelles consciences. Les fameux êtres qui sont dans une nouvelle conscience d'âme, une conscience de créatif culturel, ce qu'on peut appeler des êtres du 5e règne, qui sont rentrés dans le règne de l'âme. Mais c'est en opposition à Mars aussi, non? Oui, mais bon, c'est actif. Eux, ils travaillent pour sortir tout ce monde-là de sous l'eau. C'est pas sans mal, quoi. Et pour un Jupiter cancer au milieu du ciel, pour amener des valeurs humaines. C'est joli, hein? Vous voyez là, ce qu'on peut dire aujourd'hui, par exemple, ce que nous vivons là, ensemble aujourd'hui, si on essaye de le situer là, c'est de cet ordre-là. Nous sommes là, si vous voulez, sur l'horizontale, en train d'essayer de comprendre ce qui se passe et d'amener une nouvelle conscience collective, paisible et de renouveau, quoi. C'est-à-dire on a envie de vivre le renouveau de façon paisible et pas révolutionnaire, forcément. En thème collectif, il ne faut pas rentrer trop dans le détail parce que, par exemple, on ne peut pas savoir comment... Il y a des risques de troubles, c'est évident, et de trucs, et de choses vraiment... bon. Mais il y a une conscience collective nouvelle qui va se montrer en 7. Et puis, il y a comment dirais-je, peut-être de nouveaux types de dirigeants ou de nouveaux types de groupes sociaux, des organisations comme nous, aujourd'hui, réfléchissant paisiblement. Jupiter en cancer, c'est les valeurs de l'humanisme. Vous voyez?
Alors voilà, vous voyez, on est quand même arrivé, il a fallu petit par petit en 2014. Merci.